Bonjour tout le monde. Vous aimez me voir rager? J'espère que oui, parce que dans cette vidéo, je ne vais faire que ça. En effet, il est temps d'aborder un point très important, et je dirais même l'un des piliers de cette chaîne YouTube. Si vous avez vu toutes mes vidéos, ou bien si vous m'avez parlé dans les commentaires, vous avez pu remarquer plusieurs choses. D'abord que je hais Cœur de Tigre et Pelage de Lion de tout mon cœur. My bad. Ça on s'en fiche complètement pour cette vidéo. Plus sérieusement, vous avez pu constater que je lis les livres en anglais et que j'utilise énormément les noms anglais dans mes vidéos, et notamment certains m'ont demandé pourquoi. Eh bien pour deux raisons. D'abord, quand j'utilise les noms anglais, c'est quasiment tout le temps parce qu'il n'existe pas encore de traduction française. Donc je vais pas les inventer. Même si j'aimerais bien, parce que putain, la deuxième raison, je hais l'édition française. Et là, je vous dois des explications. Je ne dis pas que l'édition française ne doit pas exister. Au contraire, j'ai commencé à lire ces livres en français parce que, comme je pense 99% d'entre vous au début, je n'avais pas le niveau pour lire les livres en anglais. Et puis ça ne m'était même pas venu à l'idée de lire mes livres préférés dans une autre langue. Donc sans version française, je veux dire, par effet boule de neige, je me serais sans doute jamais lancée dans les histoires ou le dessin. Vous pouvez pas imaginer à quel point la guerre des clans a changé ma vie. Mais bref, une traduction est un moyen formidable de partager un univers avec tout le monde, et la lecture, tout comme n'importe quelle œuvre de fiction, ne doit pas être réservée à un espèce d'élite bilingue. Non, mais j'ai beau être une puriste de la VO, voir une pétition pour interdire le doublage de films en français me donne juste envie de m'arracher les yeux. Avoir des versions françaises, c'est génial, et c'est même une chance. Cependant, dans le cas de la guerre des clans, plus le temps passait et plus l'adolescente que j'étais constatait les effarants problèmes de cette version. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. J'ai créé une chaîne YouTube en français, en ne sachant absolument pas si j'allais me trouver un public vu que mon contenu est tout de même fourni et que j'avais peur de tomber que sur des personnes trop jeunes qui n'arriveraient pas à comprendre mon vocabulaire ni rentrer dans mon délire. Problème et crainte que j'aurais absolument pas eu si je faisais des vidéos en anglais, puisque la communauté là-bas est bien plus hétéroclite en termes d'âge. En tout cas en termes d'âge des personnes postant du contenu sur les différents réseaux sociaux. Attention, par contre, je ne dis pas qu'être jeune fait de vous des abrutis finis. Au contraire, avec cette chaîne, j'ai rencontré plein de personnes déjà vraiment très matures pour leur âge. Comme quoi, l'âge, ça fait vraiment rien. Mais voilà, j'ai créé une chaîne en français, malgré ses difficultés apparentes, parce que je tiens à la communauté française LGDC, et j'aimerais le meilleur pour elle. Du contenu de qualité, des relations amicales entre gens de même passion, et, on en revient à cette vidéo, si possible, une bonne version française des livres que j'aime tant. Oui, je hais la version qu'on a, mais je ne la rejette pas. Je cherche plutôt à voir ce qui ne va pas avec elle, simplement pour rêver à l'améliorer. Ouais, cette vidéo ne changera sûrement rien, mais elle aura le mérite d'exister et de soulager la frustration qui m'a poussée à lire les originaux, et peut-être soulager celle d'autres personnes qui partageront mon avis. Est-ce que cette vidéo c'est du chipotage ? Eh ben, au vu du nombre de personnes qui dès qu'ils le peuvent passent aux versions anglaises, je me demande vraiment si ça en est. Mais passons au vif du sujet. Je vais donc vous dire pourquoi je déteste tant la version française au point d'avoir depuis très longtemps tout fait pour apprendre l'anglais et passer aux originaux. Chose que je ne regrette absolument pas avoir fait. Et pour ça, je vais partir des arguments les plus... on va dire ceux qui sont les moins graves et qui se rapprochent davantage du chipotage de ma part, pour aller vers ceux qui m'ont purement dégoûté de l'édition française. Et on va faire ça sous la forme d'un top 5. Waouh, quelle originalité! Oh, et PS pour ceux qui restent jusqu'au bout, j'ai une nouvelle surprise pour vous. Raison numéro 1 de détester l'édition française. L'aspect des livres. Ouais, ça va être pour beaucoup d'entre vous du pur chipotage. Mais quand j'achète un livre, j'achète un objet que je vais voir dans ma maison, dans ma bibliothèque. J'attends donc un minimum de qualité de la part de cet objet, pour m'éviter de me rappeler le prix auquel je l'ai payé notamment. Ouais, parce qu'on va pas se mentir, une série aussi coûteuse que la guerre des clans, les formats Kindle et tout ça sont clairement envisageables. Cependant, on achète des livres pour deux choses. Déjà, c'est beaucoup plus agréable à lire. Ensuite, ça a une symbolique bien plus forte. Je suis beaucoup plus excitée à l'idée de lire un livre papier qu'un PDF sur mon ordinateur. Le fait de toucher, de l'avoir dans les mains, de pouvoir le ranger,
de m'apercevoir qu'il est dégueulasse parce que l'édition française est aussi constante dans ses choix et appliquée dans leur réalisation qu'on dirait sincèrement qu'ils font ça au hasard. Ah, quel sentiment unique. Et là, j'ai plusieurs exemples. Déjà, les tranches marron. Vous voyez peut-être pas de quoi je parle, mais la tranche c'est réellement la face qu'on va voir dans une bibliothèque. Donc, elle doit être travaillée. Et bon, outre les changements du genre ajout d'une pastille à la con ou tranche de vision différente, de tout le reste de la charte graphique, il y a un truc qui me fait grave chier. Mais je crois que je vais plutôt vous le montrer en vidéo, ce sera beaucoup plus simple. Regardez cette magnifique collection de tranches de livres La Guerre des Clans. C'est durement acquis à la sueur de mon porte-monnaie. Mais on n'est pas encore en train de parler de ça, alors à la place, je vais vous décrire les tranches. Ici, vous avez les tranches anglaises. Les tranches anglaises qui, comme vous pouvez le constater, sont magnifiques. On a là le petit format anglais, le grand format anglais et le hors-série anglais. Je vais faire une brève description de ce qu'on y trouve. Donc déjà, on y trouve toutes les informations nécessaires à une suite de livres comme La Guerre des Clans. On a le nom des auteurs, on a le nom de ce qu'on est en train de lire, dont le logo ultra reconnaissable aujourd'hui. On a le numéro du tome, le nom du cycle dans lequel on se trouve, le titre du livre que l'on lit. Pour les grands formats, on a en plus la photo du chat en couverture sur le côté qui permet de donner vraiment une identité visuelle. Et enfin, on a le logo d'HarperCollins qui est donc tout en bas à chaque fois. Ce qu'on peut noter, c'est du coup que la tranche vraiment est belle. Dans les deux cas, la tranche en fait suit la couverture et donc n'est pas une simple couleur mais un magnifique dégradé ou une continuité du fond. Aussi, dans le cas des grands formats, quand on enlève le protège-poussière, on peut se retrouver avec du coup un livre magnifique avec une couleur unie, ici une petite écriture en doré qui indique le nom du cycle, et cette couverture change de couleur selon le livre que vous lisez et la teinte globale de la couverture de ce dernier. On peut aussi constater que ici, les titres changent de couleur afin de s'adapter au mieux au fond, mais également à l'ambiance globale. Pour le titre du livre, afin qu'il soit lisible, on a une couverture déjà qui est unique afin de coller à l'esthétique globale de la couverture et qui, dans le cas des petits livres, va s'adapter en fonction du fond. Dans le cas des gros, ça reste blanc, mais afin que ce soit visible, la police est suffisamment large, elle est cerclée de noir et a une petite ombre ici qui permet voilà, de rendre le texte bien lisible. Dans le cas du hors-série, en plus de la couverture cuivrée, on a donc une police qui est différente de celle de tous les autres, qui permet du coup de montrer bien que s'il s'agit d'un livre à part dans la série, et de coller à l'esthétique globale qu'ils veulent donner. Maintenant, qu'est-ce qu'on a pour notre version fantastique française? Eh bien on a ça. Alors déjà on peut remarquer qu'il y a une énorme différence entre les tranches anglaises et les tranches françaises. Les tranches françaises pesant légèrement plus fades à côté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Cependant, on retrouve bien toutes les informations qu'il faut retrouver sur la tranche d'un livre. On a ici le nom iconique avec la police iconique de la saga, le nom de l'auteur, le nom du tome, le logo Pocket Jeunesse, et ici, chose que je n'avais jamais remarqué avant de faire cette vidéo, le nom du cycle. Sérieusement, il est tellement petit, anecdotique, que c'est la première fois que je le vois. Enfin, par contre, chose que l'on peut remarquer, le grand absent de la version grand format de l'édition française, c'est le numéro de tome. Sérieusement, il y est pour les petits? Mais là, il est où? Il est où le numéro du tome? Le truc, c'est que c'est légèrement pratique pour ranger ses livres dans le bon ordre sans avoir à chaque fois à regarder le numéro ici, hein. Non mais c'est des génies, c'est des génies. Donc du coup, on n'a pas ça. Mais qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre? Eh bien déjà que ce n'est plus qu'une couleur unie maintenant.
Sauf dans le cas de Vision, qui, je sais pas pourquoi, c'est le seul livre de tous les trucs à reprendre la formule anglaise. Mais passons, hein, je veux dire, on n'en est plus à ça près. Alors, donc, dans ces couvertures-là, ce qu'on peut remarquer, c'est que la couleur, en fait, essaie de s'accorder avec la teinte globale du livre la plupart du temps. Donc voilà, pour éviter que ça fasse une trop grande dissonance. Même si sincèrement, dans le cas de coucher de soleil, j'aurais plutôt pris cette espèce de rouge orangé ou alors ce bleu profond, plutôt que cette espèce de violet pourpre là qui est complètement fade. Enfin voilà. Alors, même si moi j'en pense beaucoup de mal, le truc à chaque fois que je me demandais quand j'achetais un nouveau livre du temps où je l'ai acheté encore en français, c'était de quelle couleur va être ma couverture. Et ça a changé à partir du cycle 4, où on a ces putains de couvertures marron. Bon alors déjà, petite précision. Quand on parle de l'inconsistance de l'édition, j'ai deux trucs à noter. Bon, Vision qui est complètement différent du reste, puis après ça revient aux trucs normaux. On a le logo de Pocket Jeunesse qui change, mais ça encore, bon, ils y peuvent rien s'ils doivent le changer. Mais alors par contre, l'ajout d'une pastille qu'à partir du deuxième livre, sérieusement les gars? Non. Enfin bref, du coup, on a les fameuses tranches marron. Et encore, je devrais rajouter le dernier livre de ce cycle et le premier de l'Aube des clans, puisqu'ils ont aussi des tranches marron. Et même pas des tranches marron unies, hein. Non, à chaque fois, il y a bien marron de couleurs différentes. Et sincèrement, ils l'ont trouvé où le marron, là? Il n'y a pas de marron dans cette couverture? Donc voilà, on a des tranches qui sont dégueulasses pendant 5 tomes et puis après ça repasse au rouge. Des génies, je vous dis. Mais le truc qui est immonde dans ces couvertures, c'est la façon dont est écrit ce texte. Déjà, c'est jaune. Alors pourquoi c'est jaune ? Pour que ce soit lisible. L'avantage du jaune, c'est que c'est la couleur la plus lisible de tout le spectre en fait. Et donc elle va avec à peu près n'importe quelle couleur. Le problème, c'est que ça n'a aucune personnalité, c'est aussi que le jaune se marie pas vraiment bien avec certaines couvertures, du genre là pourquoi c'est du bleu, on a du putain de jaune. Mais le truc que je reproche vraiment à ces tranches et à ce texte, c'est la police. Comparez les deux polices. On en a une qui est unique, reconnaissable, bien faite, bien intégrée et qui d'ailleurs est aussi bien placée par rapport à toute la mise en page. Maintenant, cette police-là, je suis sûre qu'elle vous est familière. Puisque c'est une police qu'on utilise en fait pour écrire. C'est une police lisible. C'est pas une police artistique que l'on fout sur une tranche. Bordel. En plus, désolé, mais dans le cas d'Exil, on a le petit mot qui est perdu au milieu d'une espèce d'immense flaque de bleu là. C'est moche, c'est dégueulasse. Ces couvertures sont immondes. Je me retrouve d'un côté avec des couvertures magnifiques et de l'autre avec ces merdes. Et encore dans les hors-séries, ils ont fait un effort pour que la couleur du texte ne soit pas jaune dégueulasse. Sincèrement, c'est immonde et j'en ai marre de ces... Ah! Bref, ça c'était pour les tranches. Mais j'ai plein d'autres trucs. Par exemple, pourquoi diantre vous avez décidé pour le 5e cycle de passer sans raison aux couvertures allemandes? Non mais sincèrement, je vous le demande vraiment, parce que moi je vois pas la moindre raison à ça. Les couvertures anglaises étaient devenues trop jolies pour vos standards de faire de la merde? Ou alors c'est vraiment dans votre charte graphique d'être complètement inconsistant? Qu'on s'entende, les couvertures allemandes ne sont pas laides, mais eux, ils les ont depuis le début. Ils font pas un mélange dégueulasse. Et puis d'ailleurs, ils ont aussi des polices particulières pour les tranches, soi-disant dit en passant. Après, il y a aussi le cas du guide. Et là, je comprends juste pas pourquoi. Mais pourquoi, au lieu de reprendre la couverture du guide ultime ou de, je sais pas moi, n'importe quel autre guide, ils ont choisi de mettre la couverture d'un des regroupements de nouvelles. Ça a juste rien à voir. Et du coup, quelle couverture ils mettront pour le dit regroupement de nouvelles? Bah probablement celle des guides si on suit la logique. En tout cas, la même putain de logique que celle des hors-séries. Oh oui, au fait,
Je suis devin parce que c'est en effet ce qu'ils ont fait, hein. Genre, voilà, version française d'un des recueillements de nouvelles, qui reprend du coup l'illustration d'un des guides. Je déteste les prophéties. Surtout quand c'est moi qui les fais. Et que ça concerne la VF de la guerre des clans. Mais du coup, qu'est-ce que j'entends par la même logique que celle des hors-séries ? Eh bien, oui, la première fois que j'ai tenu dans les mains la quête d'étoiles de feu, même en ayant 11 ans, je savais qu'il y avait un problème. Je ne comprenais pas pourquoi le livre était argenté et bleu. Ma surprise ne fut que davantage décuplée quand je vis avec stupeur et désarroi que la couverture de la prophétie d'étoiles bleues était dorée et rouge. J'ai toujours trouvé ce choix de couleurs immonde, et qu'il n'allait ni avec le personnage, ni avec le dessin sur la couverture. La raison de ce sentiment ? La version française a inversé purement et simplement les couleurs des couvertures. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? Non mais ce niveau d'incompétence, comment ils ont fait ? Pourquoi ils ont changé ? Ils se compliquent la vie quand même. J'en sais rien. Je comprends juste pas comment c'est possible de rater à ce point sa charte graphique. Faut vraiment en avoir rien à foutre ou le faire exprès. Je vous laisse choisir. Mais bref, des livres moches qui ne sont même pas capables de garder la même consistance, c'est la chose que je reproche le moins à la version française, parce qu'il y a bien plus ennuyeux. Comme par exemple... Raison numéro 2, le prix des livres. Comme je le disais, La Guerre des Clans est une série dans laquelle on va investir beaucoup. Et ça, Pocket Jeunesse et HarperCollins le savent très bien. Donc cette critique est davantage une critique du système, mais... Les livres sont trop chers. Et pour le prouver, je vais devoir les comparer à leur équivalent anglais, qui sont, comment dire, 1 milliard de fois mieux à ce niveau-là ? Avant toute chose, un petit instant technique. On parle de paperback ou de livre broché quand la couverture du livre est en papier et est donc souple. On parle de hardcover ou de livre relié quand la couverture est en carton ou tout autre matériel rigide. Les hardcovers sont souvent plus coûteux car plus beaux que les paperbacks et sont donc des livres plus résistants et plus à même à être des objets de collection. Nos livres LGDC français peuvent être trouvés en 2 versions différentes. Le grand format, qui est le seul disponible lors de la parution du livre et qui coûte entre 15 et 17 €, ce qui est énorme, vous allez voir. Et le livre de poche qui coûte quand même 2 fois moins cher, 7,50 €, mais qui sort également 2 fois moins souvent. RIP le porte-monnaie. Et nos livres sont tous des paperbacks, comme quasiment l'intégralité des livres parus en France en fait. Je sais pas pourquoi on est aussi fasciné par le paperback, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une qualité moyenne. Par contre, nos paperbacks sont résistants, bien plus que les paperbacks anglais. Et ouais, parce que si vous achetez les livres en anglais, laissez-moi vous remontrer en vidéo. Et nous voici dans notre merveilleux comparateur de livres anglais versus livres français. On a ici donc les 2 types d'éditions françaises que vous pouvez avoir. Soit la petite édition, donc qui est un paperback de qualité tout à fait correcte, avec un papier qui a quand même légèrement tendance à jaunir au fil des années. C'est pareil d'ailleurs pour la grande édition qui est avec le même papier et le même paperback. Donc la petite édition qui coûte à peu près 7,50 € ou quelque chose dans ces eaux-là. Et la grande édition qui coûte dans les environs de 15 €, voire plus s'il s'agit d'un hors-série. C'est les livres que vous connaissez, la mise en page est pas trop mal, tout est bien respecté au niveau de l'intérieur du livre en tout cas. Sur la couverture, ce qu'on peut déjà remarquer c'est la police d'écriture qui est la même police dégueulasse que celle qui est à l'intérieur des livres. Je dis dégueulasse dans le sens où elle est très bien comme police pour lire, mais alors sur une couverture, ça fait quand même pitié. Avec pareil, évidemment, le texte en jaune entouré de noir pour être sûr que ça ressorte dans tous les cas et absolument pas avoir à s'adapter à, je sais pas moi, la couleur globale ambiante. Non, ça restera du jaune, même si ça va avec rien du tout. Par contre, petite mise à jour par rapport aux livres qui sortent actuellement du cycle 6, le papier, de ce que j'ai pu constater, a légèrement baissé en qualité. Alors quelqu'un m'a dit que c'était pour que le papier jaunisse moins, mais en attendant, moi ce que je constate, c'est que c'est un papier qui est de qualité encore moins bonne. Donc ouais, je sais pas, c'est nul, et puis les couvertures ont complètement changé. Maintenant, je vais vous montrer ce que vous avez lorsque vous achetez les livres anglais.
Voici les deux types d'éditions que vous pouvez trouver lorsque vous achetez les livres en Angleterre. On peut constater déjà que la paperback est donc dans le nouveau style des couvertures, mais que surtout le papier est un peu nul à chier en fait. Il est grisâtre, il est à moitié transparent. Si on regarde de plus près, on voit légèrement l'encre qui traverse. Il a pas l'air de bien prendre l'humidité du tout. Les bords sont extrêmement fins, donc s'abîme aussi très vite. Et voilà, c'est pas le paperback de la meilleure qualité. Mais pour 7,50€, notre petit format qu'on avait, ça, ils l'ont pour moins de 5€. Ok, ils l'ont peut-être pour 7€ à la sortie du livre. Mais sincèrement, ça, je crois que je l'ai acheté 2 ou 3€. Et neuf, hein, pas d'occasion. Donc voilà, la qualité est moins bonne, mais le prix est justifié par rapport justement à sa qualité. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que la charte graphique de la couverture est travaillée. On a ici la police qui est la police de la série, donc qui est vraiment spéciale et unique, le titre avec les couleurs adaptées à l'ambiance globale afin qu'il se voit bien, les informations pas mises n'importe comment comme sur les nouveaux tomes, sincèrement j'ai vraiment vu des trucs horribles, mais donc voilà. Maintenant passons au hardcover. La grande édition, l'édition donc qui a une couverture rigide, c'est l'édition qui va sortir en premier. Donc celle-ci sortira après, de la même façon que pour nous les Français, l'édition la moins chère va sortir après la plus chère. Sauf que donc cette édition, si elle sort au même prix, c'est-à-dire à peu près 15-16€ lors de la sortie du livre, déjà ce qu'on peut constater, c'est qu'elle est de bien meilleure qualité. Un papier qui est un petit peu plus fin que nos paperbacks, mais qui a l'air bien résistant, qui ne jaunit pas trop de ce que j'ai vu pour l'instant, avec une magnifique mise en page, une police qui est bien adaptée, mais surtout, ce qu'on peut constater, c'est que la couverture est magnifique. On a tout dessus, une police qui est unique, un titre dont les couleurs s'adaptent à l'ambiance globale de l'illustration, les informations qui sont placées joliment, et en plus, bonus, la couverture est très belle, même lorsque l'on enlève le protège-poussière. Donc voilà, pareil, avec la petite dorure. Ici, un papier légèrement gaufré pour écrire Warrior. Vous le voyez pas trop, mais ça y est. Voilà, donc ça, c'est ce que vous pouvez avoir pour 15€. Et encore, je dis 15€, mais si vous attendez un petit peu que la date de sortie soit passée, vous pouvez l'avoir pour 7,50€. Ces livres-là, je les ai payés moins de 10€ dans ma collection. Sincèrement, mis à part la barrière de la langue, on est d'accord que si on pouvait avoir l'édition anglaise, on prendrait l'édition anglaise. Petit bonus, voici le comparatif des hors-séries des deux versions, donc la version française et la version anglaise. On peut constater que donc dans le hors-série de la version française, on a un paperback classique. C'est en fait exactement la même édition que n'importe quel autre livre qu'on a de la série, mis à part que le tome est plus gros et que donc il coûte plus cher. En revanche, ce qu'on peut voir dans l'édition anglaise, c'est qu'en plus d'avoir leur couverture dorée, ils ont sur la couverture ici un papier qui est légèrement en relief. Une couverture, voilà, qui encore une fois... Sincèrement, au niveau des polices d'écriture, celle-ci est unique, reconnaissable et magnifique, et celle-là est OSEF. Mais surtout, l'édition anglaise se paye le luxe d'avoir une couverture alternative quand on enlève le protège-poussière. Ce que ne peut pas en dire autant la version française. Avec son papier qui en plus est très épais. Et d'ailleurs, donc en parlant de la rigidité du papier, je préfère largement lire celle des livres anglais, qui est quand même plus fine et permet de tourner les pages beaucoup plus facilement. De même que ça prend moins de place, hein. Vous voyez la différence de taille, alors que pourtant il y a à peu près le même nombre de chapitres. Raison numéro 3 de détester la version française. Le temps de parution. Ouais, le temps de parution, c'est-à-dire 6 mois environ. C'est le même temps de parution qu'un nouveau livre chez les Anglais. Et je comprends pourquoi ça fonctionne comme ça. Il faut laisser le temps au consommateur de lire, mais également d'avoir envie de dépenser encore 15€ dans la dite lecture. Cependant, on a genre 5 ans de retard. Et j'exagère à peine, donc voilà, rien à dire de plus. On a trop de retard sur les livres anglais. Raison numéro 4, et là on arrive dans les trucs qui sont vraiment graves. Même si moi je considère que le reste c'était super grave aussi. La suppression des bonus dans les livres. Vous saviez qu'il y avait un petit manga à la fin de La Promesse de l'élu ? Qui raconte notamment la mort d'Étoile Balafré et sa réunion avec ses proches ?
ou dans Le secret de Croc-Jaune? Et qu'en est-il des scènes bonus à la fin des livres de la saga originale? Elles sont géniales, hein? Mais en fait, vous en savez rien, puisqu'elles n'y sont pas. Ah, c'est bien dommage. Est-ce que j'ai besoin d'argumenter plus que ça? Je veux dire, c'était peut-être des passages un peu anecdotiques, mais tous servaient à apporter quelque chose en plus au personnage qui en était le centre, et ça permettait de le conclure notamment. Bref, ça, c'est très difficilement pardonnable. Je ne sais même pas si vous les aurez un jour, ces passages, chers lecteurs français, parce que je vois absolument pas où c'est qu'ils comptent les mettre. Donc a priori, vous vous êtes fait baiser. Raison numéro 5, celle qui m'a fait rage quit, les traductions des noms. Wow, surprenant de ma part, n'est-ce pas? Non, mais c'est un vrai problème de l'édition française. Et clairement, le plus gros pour moi. Alors, il y a beaucoup de problèmes différents avec les noms. Et on va en voir quelques-uns. Tout d'abord, j'avais expliqué le cas des préfixes inchangeables dans la vidéo sur les noms, que vous pouvez voir d'ailleurs dans la description, il y a un lien. J'avais parlé de l'utilisation de petits, boules et pattes pour les chatons, et je disais que c'était débile d'avoir boule et pattes, ainsi que de cette étrange habitude de passer de de à du, et pire, de la lorsqu'un chef avait dans son nom un suffixe animal. J'avais aussi dit que le mot nuage pour les apprentis était en soi un problème, et je vais expliquer pourquoi. En anglais, la marque distinctive des apprentis, c'est le préfixe patte. Patte de feu, patte de ronce, patte de sable, patte bleue. Le mot patte symbolise le chemin que prennent les apprentis pour devenir guerriers, c'est-à-dire grandir et être acceptés tant par son clan que par soi-même. Les pattes et empreintes de pas sont de plus un thème récurrent dans le mysticisme de la guerre des clans. L'évocation par exemple des empreintes laissées par les ancêtres à la source de lune. L'expression marcher dans les pas de quelqu'un. Les pattes sont un chemin tracé par les anciens pour les plus jeunes et sont donc un synonyme de sagesse, mais également une métaphore de la vie, car après tout, ne dit-on pas que la vie est un chemin? Donc, le mot patte signifie en fait que l'apprenti se lance dans la vie, guidé par des générations et des générations de chats qui ont déjà emprunté la même route. Voilà pourquoi le préfixe patte est un choix très intelligent. Après, on peut faire 2 critiques à ce préfixe en français. Déjà, patte de feu, ça sonne moins bien que nuage de feu. Bon, je vous répondrai que c'est juste une question d'habitude et qu'il faut vraiment laisser cet aspect-là de côté. Même si sincèrement, je pense que c'est ce que s'est dit la VF pour changer le mot en fait. Et ensuite, on n'a pas de synonyme pour les chats ayant foot ou leg dans leur nom. Ouais, parce que pied ou jambe, je comprends que ça passe pas en français. Même si du coup, on pourrait très bien remplacer ces mots par pas ou empreinte, voire utiliser pas ou empreinte comme nom d'apprenti. Empreinte de feu, ça rend pas trop mal, non ? Empreinte grise, empreinte de sable. Comme ça, on garde la même symbolique tout en laissant la possibilité d'appeler patte de brume. Il m'aura fallu littéralement 10 minutes pour trouver ces alternatives-là. Mais regardons quand même ce que la VF nous propose. Quelle est la symbolique de nuage? Alors bon, déjà il y a toutes sortes de nuages, et la signification varie énormément s'il s'agit d'un petit nuage de beau temps ou d'un cumulonimbus qui va t'apporter l'apocalypse maritime dans ta gueule #cyclone. Mais la signification la plus courante donnée aux nuages, c'est les changements d'humeur. Ouais, on est loin du compte là. On peut aussi trouver la spiritualité et l'élévation. Va falloir dire ça à nuage de sureau. Ou la fatalité et les catastrophes. Ouais, t'as entendu ça, nuage de feuilles? Toi qui es si gentille. Tellement représentatif de ta personnalité. De ce que j'ai trouvé, ça peut aussi vouloir dire le changement, les regrets du passé, ce qui est caché, ce que l'on ne peut pas contrôler. Waouh, super symbolique pour des apprentis. L'insaisissable, la rêverie, la transformation, le bonheur... Ouais, et dans la Bible, c'est un symbole de la présence divine. Bref, les nuages sont l'une des métaphores les plus utilisées du monde. Et la seule signification qui pourrait se rapprocher de l'apprentissage d'un guerrier nous vient d'un site qui n'a franchement pas l'air fiable sur la symbolique des rêves et le fait qu'un nuage représente un but à atteindre. Même si transformation pourrait coller également. Le truc avec nuage, c'est qu'on peut dire tout et n'importe quoi avec ce mot. Et bien sûr, du coup, on peut trouver des liens. Mais sincèrement, pour les liens qu'on fait avec nuage, il y aura toujours des mots bien plus évidents pour signifier ces choses. Par exemple, vous voulez signifier transformation. Eh bien, pourquoi ne pas utiliser le mot chenille, ou nymphe, ou chrysalide? C'est bien plus évident que le mot nuage.
Nuage est du coup tout le temps surclassé par n'importe quel autre mot en fait. Et sincèrement, objectivement, si vous laissez de côté le fait que vous n'avez pas l'habitude d'entendre pâte ou empreinte pour un nom d'apprenti, et que ça sonne donc moins bien pour vous, qu'est-ce qui est le plus logique d'utiliser? Nuage ou un des mots que je viens de citer? Et qu'est-ce qui est le plus important? La sonorité ou la signification? Moi, ma réponse, c'est la signification. D'autant que bon, la sonorité est pas dégueu non plus, c'est juste une question d'y être habitué. Mais là, c'est vraiment un passage important et un petit peu un coup de gueule. Les livres ont souvent plusieurs degrés de lecture, qui sont d'ailleurs la marque des grands livres. Au risque de vous décevoir, Twilight et 50 nuances de Grey, de même que Oui Oui et la gomme magique, ne rentreront pas dans les mémoires. Et même si on ne les comprend pas, on peut les ressentir à un niveau plus profond, sans vraiment s'en rendre compte. Sérieux. Je sais que vous aimez vous moquer en cours de français des profs qui vous trouvent des trucs que, entre guillemets, même l'auteur n'y aura jamais pensé. Mais en fait, vous seriez vraiment très surpris de savoir à quel point un grand auteur pense à tout. D'autant qu'un livre se décrit souvent en plusieurs années. Donc ils ont le temps d'y réfléchir. Ce que vous disent les profs, c'est en fait très loin d'être du chipotage ou de l'invention. Donc appauvrir la signification, c'est infantiliser un livre. Et infantiliser quelque chose n'est jamais bon. Surtout une saga comme La Guerre des Clans qui a cette particularité si intéressante et rare dans la littérature infantile d'aborder des thèmes très durs mais de façon accessible pour les enfants. La saga se base d'ailleurs sur son sous-texte, c'est là où les histoires sont intéressantes, c'est la façon dont elles sont analysées et comprises par le lecteur. C'est pas juste et c'est pas bien. C'est pas bien de faire n'importe quoi avec des significations qui ont été écrites par les auteurs. La plupart du temps, oui, c'est vrai, des fois, ça peut être un peu tiré par les cheveux. Mais la signification est ultra essentielle. Et si vous ne la comprenez pas, ça ne veut pas dire qu'elle doit être à jeter ou qu'elle est inutile. Très loin de là. La signification entre les lignes n'est pas optionnelle. Après, à vous de la comprendre, de l'accepter et de la lire pour ce qu'elle est. Mais c'est pas à vous de décider si elle sert à quelque chose ou non. Et en plus, vraiment, je vous le répète, mais la plupart du temps, la signification, sans vous en rendre compte, elle influe votre lecture et votre façon de voir les personnages. Même si vous savez pas ce que ça veut dire. Parce que chaque mot est accompagné d'une image qui s'est formée par votre culture. Chaque mot a sa signification. Vous y faites pas attention, consciemment, mais je peux vous assurer que votre inconscient le prend en compte, d'une façon ou d'une autre. Enfin bref, revenons à nos nuages. Utiliser nuage en préfixe d'apprenti empêche de l'utiliser dans les noms de guerriers. Et on se retrouve avec des situations complètement débiles, dans laquelle petit nuage devient nuage de neige puis flocon de neige. J'aime flocon de neige comme nom, qu'on s'entende bien. Mais avouez quand même que la transition de ces noms est absurde. Autant l'appeler petite neige dès le début. Et du coup, en termes de nom débile avec des nuages, on a poil de nuage. D'ailleurs, petit aparté inutile sur poil. Si pelage pour moi a toujours eu la signification évidente que le pelage ressemble au suffixe. Avec poil, j'ai toujours l'impression que, comme pour fleur, il s'agit directement de quelque chose appartenant au suffixe. Pelage de fougère, le pelage ressemble à la fougère. Poil de fougère, la fougère a des poils. Vous voyez ce que je veux dire? Pour poil d'écureuil, du coup ça marche. Mais ça marche pas du tout par contre pour poil de fougère, poil d'hibiscus et poil de nuage, parce que ces choses ont pas de poils. Bref, c'était du chipotage là pour le coup, mais je trouve ce préfixe vraiment bizarre. Y en a d'autres comme moi ? Enfin bref, dans leur grande inconsistance, je crois vraiment que c'était dans le cahier des charges maintenant, on se retrouve aussi avec des noms du genre petite feuille et petit orage, au lieu de feuille tachetée. Oh, petit nuage! Enfin merde, vous auriez pu trouver un autre mot pour petit orage, je sais pas moi, comme minuscule ou menu. C'est pas dur de chercher des synonymes. Puis je vous avais un petit peu parlé du mot fleur. Mais là, j'ai quelque chose à dire dessus. Fleur, voyez-vous, fait très femelle. Et ça, déjà dans la version anglaise. Mais la version française, ça en devient la limite du sexisme. Plume de jonc. Bof, c'est une femelle. On va l'appeler Fleur de Jonc. Fleur de jet? Non, Fabienne, Fleur de Jonc. Oh, ça me fait penser d'ailleurs. On a une Dark Flower dans le tas. Fleur sombre? Non, ça va pas le faire. Tu trouves autre chose. Je veux pas que les enfants pensent que les reines sont méchantes.
on respecte les mamans ici. Semble c'est pas si méchant. Fleur de jet. Ah bah du coup, oui. Note ça, Steve. On a quoi après? Tige de lys. Non, tige c'est moche. Fleur de lys c'est mieux, ça va plaire aux petites filles. Même si ce personnage est tellement secondaire qu'à part dans la liste des noms du début, elle apparaît 2 fois. Et pour moustache de jonc? Ouais, nope, c'est une femelle encore, faut que ça se voit. Fleur de jonc donc? Ah mais merde, on l'a déjà pris. On fait comment Roger? On garde moustache? Non, change ton jonc à la jonc, personne verra la différence, puis la jonc fait des plus jolies pierres bien féminines. D'accord. Ombrage de fougère. Oh non, ça fait trop méchant pour une reine, t'as toujours pas compris? Ce sera fleur de fougère. Point. D'accord. Là je lis grand coquelicot ou grand pavot. Et je trouve que ça sonne pas très bien. On cherche des synonymes? Non, t'embête pas, mais juste fleur de pavot. Oui. Nuage de fougère. Ah, merde. On traduit ça comment du coup? Bah fleur, hein, ça va être une reine de toute façon, elle est bonne casa. Puis change fougère en bruyère. Y a déjà une fleur de fougère et bruyère c'est beaucoup plus féminin. On continue ou ça va aller? Non, parce qu'en vrai, j'en ai plein encore des exemples comme ça. Sérieusement, pour ça, va te faire foutre la VF. La guerre des clans avait très peu de disparité entre mâles et femelles. Tout le monde était traité comme des égaux, si ce n'est peut-être pour les méchants. Mais toi, tu viens juste de créer un cliché, ou devrais-je dire, un clivage. Merci VF. Quoi d'autre encore? On en parle du fameux cas d'étoiles solitaires? Non mais quand j'avais lu le livre la première fois, je pensais vraiment que Moustache était un chat domestique avant. Pourquoi vous avez traduit One Whisker juste Moustache? Ah du coup ils se sont retrouvés super cons lorsqu'il est devenu chef et ils ont dû chercher une traduction correcte, qu'ils ont également appliquée à son nom de chaton et son nom d'apprenti par la même occasion. Pour masquer les dégâts je suppose. Mais c'était déjà trop tard, hein, les gars. Personne qui ne connaissait pas un petit peu la version française n'a compris pourquoi il passe de moustache à étoile solitaire. Enfin, le meilleur exemple que j'ai du monstrueux foirage total qu'est la VF, c'est la folie des jets. Revenons depuis le début, il y a quelques années, dans la tête des traducteurs. Ravenpo. Ça donne patte de corbeau? Ça fait peut-être trop méchant pour un chat aussi mignon que lui. Oh ouais, carrément. Genre corbeau quoi, corbeau, autant l'appeler patte de faucheuse. Et puis après tout, c'est que pour montrer sa couleur, donc c'est pas grave si on le change. Erreur, mes chers traducteurs. Ou gens de la maison d'édition, je sais pas qui c'est qui est responsable pour cette merde. Corbeau a une signification précise. Le corbeau a en effet une grande connotation avec la mort dans nos sociétés occidentales, ce qui peut rappeler la mort qui plane sur lui avec la menace de griffes de tigre, mais également la mort de Plume Rousse dont il a été le témoin. Et ça ne s'arrête pas là. Le corbeau annonce la mort des gens. Et qui c'est qui annonce la mort de Plume Rousse et qui lance l'intégralité de l'histoire ? Et c'est toujours pas fini. Le corbeau peut vouloir dire qu'un grand changement, positif ou négatif, arrive dans votre vie. Pour Ravenpo, ce changement, c'est le fait de rencontrer Barley et de devenir solitaire. C'est aussi un symbole de grande intelligence et de sagesse, comme ce que va devenir Ravenpo dans le futur, ainsi qu'un guide. Et là, ça renvoie directement à sa nouvelle Ravenpo's Farewell. Et divers petits passages, notamment celui où il indique à Plume Grise le chemin qu'ont emprunté les clans afin qu'ils les retrouvent. Donc, est-ce que ça n'a pas d'importance de changer son nom? Si, ça en a. Mais bon, revenons à nos deux cons. Si corbeau c'est juste pour montrer sa couleur, alors on pourrait mettre quoi à la place? Jet. Qu'est-ce que t'as dit Fabienne? J'adore le jet. C'est une jolie pierre noire. On dit noir de jet. Mais dis jet. Va pour jet, ça fait pas méchant et puis j'aime bien aussi. Donc patte de corbeau, poubelle, je vous présente nuage de jet. Sinon, on a un chat, il s'appelle Night Star. Je suppose étoile de nuit. Pff, la nuit c'est noir, il vient du clan de l'ombre. Appelle-le étoile noire et fais pas chier. Roger, on a un problème. Tu te souviens de Patte Noire? Il est devenu étoile. Il s'appelle Blackstar maintenant. On a déjà une étoile noire, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, Appelez-le étoile de jet. Ouais, carrément, faisons ça. Étoile de jet. Merci Fabienne. Dis, on a un personnage qui s'appelle Cropone maintenant. On devrait peut-être l'appeler Patte de Corneille. Patte de corneille? C'est quoi son merde? Personne connaît les corneilles, tout le monde les confond avec les corbeaux. Puis c'est juste pour sa couleur comme l'autre là. Allez, on trouve autre chose. Nuage de jet.
Non, justement, Fabienne, on a déjà un nuage de jet. Oh. Nuage noir alors. Ok Roger, par contre il prend le préfixe plume après. Il y en a déjà une plume noire. On fait quoi? Ouais, comme dit Fabienne, je commence vraiment à aimer le mot jet, moi aussi. Sinon, je me ferais bien un petit café. Sauf que, dans le dictionnaire des symboles de Jean Chevalier, on apprend que la corneille ou bode en Irlande est l'un des noms de la déesse de la guerre, qui, du reste, apparaît souvent sous cette forme. Elle est aussi considérée comme l'aspect nocturne du corbeau, et en Grèce, elle est consacrée à Athéna, déesse de la sagesse, de la stratégie et de la guerre. Qui, franchement, le rôle de cette déesse va très bien à Plume de Jet dans son clan, parce que c'est le rôle qu'il tient littéralement. Une histoire de médecine raconte comment la corneille est fascinée par son ombre. Elle la regarde constamment, la griffe, la gratte, jusqu'à l'érafler. L'ombre s'éveille alors, s'avive et dévore la corneille. La corneille n'est que l'ombre d'elle-même. On a ici deux idées très fortes pour ce personnage. D'abord, son côté bagarreur. Ensuite, prémonitoire de la suite de l'histoire et de sa décadence. Et enfin, la sagesse du fait qu'il va potentiellement devenir chef un jour. En plus, souvent rapproché du corbeau, il y a aussi cette idée d'un lien avec la mort. Là, en l'occurrence, celle de Jolie Plume. Il y a autre chose? Oh oui, il y a plein de choses. Là, j'ai fait genre 10 minutes de recherche seulement. J'ai lu 2 sites. Et du coup, il y a plein de trucs super intéressants à dire sur la symbolique de la corneille, mais on va s'arrêter là, vous avez compris l'idée. Donc à ce stade, on a nuage de jet, plume de jet et étoile de jet qui sont tous des chats différents. Est-ce qu'on peut faire pire? Mais oui, en y rajoutant J-Feather, bien sûr. Œil de jet, c'est le cas le plus grave et le plus symptomatique de cette décision débile de changer le suffixe quand il n'y en a pas besoin. L'unique raison pour laquelle le préfixe œil a été choisi au lieu de plume, c'est que la ressemblance sonore entre plume de jet et plume de jet était bien trop problématique vu qu'il s'agit de 2 personnages principaux. Vous me direz, œil de jet c'est plus beau, et puis ça reflète bien son caractère et ça rappelle la couleur de ses yeux ainsi que le fait qu'il soit spécial et gna gna gna. Ouais, je suis d'accord avec vous, vos arguments là-dessus sont bons, le préfixe œil est super. Mais ce nom est abominable, et vous aurez beaucoup de mal à me faire changer d'avis. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, le nom c'est pas juste une appellation, un matricule que l'on colle à quelqu'un pour parler de lui ou à lui. Un nom est une part essentielle d'une personne et d'un personnage. Il influe énormément sur sa psychologie, que vous vous en rendiez compte ou non. Et dans le cas d'un personnage, le nom est d'autant plus porteur de sens car il est choisi en fonction de nombreux critères afin de coller au mieux aux 10 personnages. Le nom a donc un pouvoir immense et œil de jet est à chier. Ouais, je vais pas lésiner sur les mots. Bref, il est à chier pour 2 raisons principales. La première étant la suivante. On apprend dans Leafpool's Wish, aussi mauvaise la nouvelle soit-elle, que Feuille de Lune, en nommant Petit G, pensait fortement à Plume de Jet. G, l'oiseau, fait référence à la couleur de ses yeux, certes, mais plus important, c'est un oiseau. Comme pour son père, Plume de Corneille. C'est un détail très important qui justifie la pensée suivante. The smallest kid was still unnamed and his eyes were tight shut. As Leafpool went to fish him out of a snowdrift, he blinked and Leafpool was dazzled by a flash of brilliant blue. Like a jay's wing, she gasped. Squirrel flight bounded over, snow clinging to her soft belly fur, and looked down at the Tom. Then we should call him J-Kit, don't you think? Leafpool nodded. And one day, you will be J-Feather, like your father. Ce qui donne en français traduit par mes soins, le plus petit chaton n'avait toujours pas de nom et ses yeux étaient encore fermés. Alors que Feuille de Lune venait de le repêcher d'un tas de neige, il cligna et Feuille de Lune fut ébahi par un éclat de bleu brillant. « Comme une aile de jet !» s'exclama-t-elle. Poil d'écureuil bondit pour la rejoindre, la neige s'accrochant la fourrure de son ventre, et baissa les yeux vers le chaton. « Alors, nous devrions l'appeler Petit Jet, qu'en penses-tu » Feuille de Lune acquiesça. « Et un jour, tu deviendras Plume de Jet, comme ton père. » Donc, ce qu'il faut retenir, pour plus tard l'appeler Plume de Jet en l'honneur de son père. D'autant qu'en anglais, le mot feather n'est utilisé que dans le cas où le préfixe est un oiseau, ou lorsqu'il est lui-même utilisé en préfixe, comme avec feather tail. De plus, le plume de Crow Feather est déjà en soi un hommage. C'est un des rares personnages dont le préfixe est extrêmement porteur de sens. Le fait que J-Feather et Crow Feather l'ont en commun est donc un symbole très fort.
Mais bref, en l'appelant œil de G, toute idée d'une quelconque référence à son père est anéantie par la VF, et je suis très curieuse de voir comment ils vont traduire ce passage que je viens de vous citer. Oui, mais au pire c'est pas grave et ça change pas grand chose au personnage. Déjà, t'as peut-être raison, mais pour le peu qu'on en a sur les pensées des personnages et sur leurs liens familiaux et l'importance capitale du sous-texte dans la saga, parce que oui, les meilleures histoires sont celles retranscrites par les fans dans leurs vidéos, leurs animations, leurs opinions, à partir de ce qui est dit ou vaguement mentionné, comme la beauté de la vie de Poil de Fougère, parfaitement retranscrite dans ce map, ou encore Feuille de Houx qui est extrêmement mal écrite dans les livres, mais dont tout ce que j'ai pu entendre d'elle m'a fait bien plus l'aimer que ce que je ne devrais. Parce que dans le sous-texte, ce personnage est génial. Bref, pour toutes ces raisons, l'appauvrissement du sous-texte est un point impardonnable de la version française. Mais soit, disons que c'est pas très important et que je chipote. Est-ce que ce nom est pas si mal alors? Oh mon dieu, ça serait oublier la deuxième raison et la plus importante. Le préfixe œil est abominable. Alors, pas parce qu'il est moche, non. Même si, bon, moi j'ai toujours trouvé la sonorité d'œil de G pas très belle par rapport à plume de G. Mais ça n'a aucune importance. Alors quoi, c'est pas juste? Ça ne lui va pas? Eh ben, le problème est pas là non plus, puisque le G est bleu et que ses yeux le sont aussi. En plus, ça rappelle la grande spécificité de ce personnage. C'est génial, non? Eh ben non. C'est affreux. Vous vous rappelez quand j'ai dit à quel point un nom pouvait influencer la psychologie de quelqu'un, à quel point un simple nom pouvait pourrir complètement une vie, ou au contraire lui donner quelque chose d'unique? Eh bien, je vous le dis, œil est le nom le plus cruel qu'ils auraient pu trouver. J-Po tells Holypo that he is worried that Liefpold will use his blindness to give him his medicine cat name. Holypo jokes that his name might be something like J No Eyes, saying that it would be as stupid as Barry Stampy Tail. Soit, en gros, Nuage de G s'inquiète que Feuille de Lune utilise sa cécité pour lui donner son nom de guérisseur, comme par exemple Jet sans yeux, lorsque Nuage de Pavot blague en disant que Nuage de Sureau pourrait s'appeler Moignon de queue de sureau. Sincèrement, vous trouvez que œil de G c'est vraiment différent de Jet sans yeux? Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'on le ramène encore à ses yeux avec ce nom-là. Peut-être pour leur couleur, mais le sous-texte est tellement évident. Il s'appelle œil de G parce que ses yeux sont spéciaux. Et c'est ce que déteste œil de G plus que tout, qu'on le prenne en pitié pour sa cécité. Il déteste qu'on le pense incapable parce qu'il est aveugle, et toute sa vie a été gâchée par ça. Il voulait être guerrier à la base, pas guérisseur. Il voulait avoir une compagne, pas récolter des herbes. Son destin lui a été dicté. Et si vous voulez mon avis, œil de G est l'un des personnages les plus tragiques de la guerre des clans, parce qu'il n'a jamais eu le moindre choix. Bien sûr, il a accepté le fait d'être guérisseur, et il a même trouvé une certaine beauté à l'intérieur de ce métier-là. Mais est-ce qu'il avait le choix de l'accepter au juste? Pas vraiment, non. C'est d'ailleurs confirmé par le fait que Gros-Jaune le force à revenir dans le présent lorsqu'il était avec Demi-Lune. Œil de G n'a aucun choix. Il n'est pas comme Un œil ou Demi-queue qui ont choisi que leurs blessures faisaient partie de leur personnalité et d'eux-mêmes. Non, je pense sincèrement que même s'il semble être passé outre, Œil de G n'est pas heureux, et qu'il ne l'a jamais été, et qu'il ne le sera sans doute jamais. Mais ça, il dira à personne. Désolé, mais ce nom est affreusement cruel pour ce chat. Mais il réagit pas mal pourtant. Ben non, parce que c'est juste une putain de traduction et que de toute façon, attention spoil, Feuille de Lune n'aurait jamais été aussi cruel avec son fils. Si ça avait été son nom anglais, je suis absolument certaine que œil de G aurait été en colère. Ça, vous voyez, c'est le pire de la traduction française. Donner des noms qui n'ont pas le moindre sens, massacrer des symboliques et surtout rentrer en contradiction directe avec l'identité même du personnage. Et c'est pour toutes ces raisons que je considère la version française comme étant à chier. Je suis consciente que beaucoup d'entre vous n'ont juste pas le choix parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment bien l'anglais. Ou alors juste ils en ont rien à foutre, mais là je parle pas à vous, même si je vous respecte. Bref, croyez-moi, si vous apprenez cette langue, ça va vous ouvrir un tas de portes incroyables, et notamment une version de la guerre des clans sans les problèmes que je viens de citer. L'anglais m'a vraiment sauvé la vie à ce niveau-là. En fait, les livres ne sont même pas bien compliqués à lire en anglais. La syntaxe est simple, de même pour la plupart du vocabulaire utilisé. La seule difficulté, c'est le vocabulaire spécifique des plantes et des animaux, mais qui peut s'apprendre relativement facilement. Après, le vrai problème, c'est justement le fait de passer des traductions françaises aux originaux anglais, vu qu'ils n'ont souvent rien à voir.
Mais Hop Fiction a pensé à vous, mes agneaux, parce que oui, je vous présente le convertisseur ultime de nom La Guerre des Clans, créé par mes soins et avec l'aide précieuse d'Aléadom que je remercie encore très chaleureusement, parce que c'était du boulot. Alors, comment marche cette page dont, encore une fois, vous pouvez trouver les liens en description? Elle est composée de 6 colonnes. La première indique le clan des personnages. Ouais, on les a tous regroupés par clan pour faciliter les recherches, ainsi que par ordre alphabétique pour les premiers, parce que maintenant je les fais plutôt par ordre de sortie, c'est plus simple pour moi. La deuxième colonne, c'est pour les noms officiels anglais. La troisième, leur traduction littérale, made by us, donc il peut y avoir des petites imprécisions, notamment sur le fait que plein de mots peuvent avoir plein de sens différents, et qu'on n'a pas tout vérifié encore, même si ça s'actualisera au fur et à mesure. Mais c'est, de ce que j'ai vu, la traduction la plus complète et la plus juste de l'internet francophone. Je cherche absolument pas à nous jeter des fleurs, hein. Je dis juste qu'on a essayé de chercher des sens qui pourraient aller au mieux aux différents noms, et donc on s'est pas juste contenté de traduire littéralement, et de ce que j'ai pu constater, on est les seuls à l'avoir fait et à l'avoir poussé jusqu'au point de faire tous les personnages. La quatrième colonne, c'est les traductions françaises officielles. Elles sont accompagnées d'un code couleur expliqué tout au début du fichier. Code couleur dont vous pourrez retrouver les statistiques à la fin de chaque clan. Sachez aussi qu'elles ne sont pas complètement officielles, il y en a qui vont pouvoir changer au fur et à mesure, mais je vous expliquerai ça plus tard. La sixième colonne contient des petites précisions sur notre façon de traduire les mots, ainsi que des petites notes qu'on n'a pas pu s'empêcher d'écrire. Et la cinquième colonne, je vous en parle après. En tout cas, ce document est à votre libre disposition. Vous pouvez le télécharger en PDF, mais également faire des recherches précises. Et là, je vous montre à l'écran 2 façons de faire, depuis le fichier directement et avec Adobe Reader. Donc, disons que l'on cherche la traduction anglaise de longue plume. J'espère que cet outil vous aidera si vous voulez passer d'une version à une autre. On essaie de l'actualiser à chaque sortie de livre, mais je dois avouer que ni moi ni Aléadom ne lisons plus les versions françaises. Et on peut donc avoir du mal à trouver les traductions correctes. Pour ça, si vous voyez des fautes, ou si vous connaissez des noms dont on n'a pas trouvé les traductions, merci de le signaler, soit en me contactant directement, soit dans les commentaires d'une vidéo. Donc pour terminer là-dessus, vous remarquerez grâce à ce tableur qu'il y a tout de même beaucoup de traductions littérales. Et encore heureux, mais il faut savoir que la plupart sont des personnages ultra secondaires. Le plus gros des noms massacrés sont ceux des personnages récurrents, ce qui fait que la proportion de rouge et de bleu est franchement grave. Quand vous allez voir ce document, une question vous viendra peut-être à l'esprit. Si certains noms passent très difficilement en français et ont donc une certaine logique à être changés, d'autres, vous allez voir, ceux en bleu et rouge notamment, n'ont pas vraiment de sens à avoir été changés puisqu'une traduction littérale était au final tout aussi jolie et bien plus juste si on y aurait été habitué que celle que l'on a aujourd'hui. J'ai sincèrement essayé de chercher des raisons et j'en ai vu 3 qui pourraient potentiellement expliquer ces changements. La première, et c'est la raison que je déteste le plus entendre, c'est « ça ne sonne pas bien » ou « ça fait trop bizarre ». Sincèrement, nuage de feu ne sonne pas mieux et veut en apparence autant rien dire que patte de feu. Plume de corneille sonne tout aussi bien que plume de jet. Et d'ailleurs, je vous préviens, si vous voulez défendre les noms français, ce que je peux complètement comprendre et que je vous incite à faire si vous en avez envie, ne me sortez pas l'excuse de « ça sonne moins bien » dans les commentaires, s'il vous plaît. Parce que vos arguments auront autant d'impact dans ma façon de penser que les 9 vies d'étoiles du tigre lui auront servi. Et c'est loin d'être de l'irrespect envers vous, c'est juste que je n'aurai strictement rien à dire
sur cet argument. Parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok, c'est bien pour vous, c'est tout. Je ne répondrai donc qu'aux arguments qui valent la peine d'être répondus. Ouais, je suis salée, mais je hais ces phrases. Vos préférences sont respectables et loin de moi l'idée de vous insulter. Vous avez le droit de préférer les noms français à leur bonne traduction. Cependant, ayez la décence d'admettre que ces préférences sont arbitraires, dans le cas où vous n'avez pas de véritable argument pour le défendre, bien sûr. Et les « on s'en fiche du sens, moi j'y pense pas quand je lis » est encore moins valable. Si vous me le sortez, je vous mettrai cordialement ce timecode. Même si, comme je l'ai dit, certains noms passent pas en français et ont donc une certaine logique à être changés. Je maintiens que Feuille de Lune est une bien meilleure traduction que Source de Feuilles. Par contre, pourquoi Pelage de Braise est devenu Museau cendré au juste? Ou Pelage Fauve en Pelage d'Or? Pour que ça fasse plus fille, c'est ça? Fauve était trop sauvage? Et la même avec Pelage Fauve justement, qui aurait dû s'appeler Griffe de Sorbier, même si pour celui-là, j'ai bien une petite idée. Deuxième théorie, il change les mots quand il considère qu'ils sont trop durs à comprendre. Et là, j'ai deux choses à dire. Déjà, c'est super dommage. Ensuite, vous infantilisez encore les livres, et ça, c'est mal. Ok, je connaissais pas le sorbier, mais une rapide recherche sur Google me montre que c'est un arbre connu pour ses baies rouges vives, ce qui va donc complètement avec la couleur du pelage de Rowan Clough. Et comme ça, j'ai appris un nouveau mot. Voilà. Est-ce que c'était si compliqué? Non. Enfin, ce qui arrive régulièrement, c'est qu'ils changent les noms pour ne pas avoir de doublons. Le problème, c'est que très souvent, ils font des choix stupides et se retrouvent soit avec des traductions qui n'ont absolument plus rien à voir, comme pour Fleur de Bruyère et Étoile de Pigeon, soit avec des problèmes encore plus gros quand les personnages importants se retrouvent avec ces noms-là, comme Aile de Colombe ou Œil de G. Et puis, comme je l'ai dit, parfois j'ai l'impression qu'ils changent juste pour que ça fasse plus gentil ou plus fille. Fleur n'est malheureusement pas le seul exemple. Belle, jolie et douce, voire cœur, rentrent souvent dans ces catégories. Du coup, ma conclusion à tout ça, je trouve que les traducteurs font un bon travail de merde et qu'ensemble on pourrait faire 10 fois mieux. Et c'est pour ça que la 5e colonne du tableur existe. La 5e colonne s'intitule Noms qu'on choisirait et elle va se remplir au fur et à mesure d'une série de vidéos que je vais faire sur comment traduire chacun des noms de cette liste. En effet, on a beaucoup parlé du négatif, mais on n'a pas tout dit. Et ensuite, ça serait vraiment cool de pouvoir trouver des alternatives à ces mauvais noms, et donc pas juste cracher dessus. Ça permettrait également de souligner les réussites de la version française, car toutes les traductions ne sont pas achetées, loin de là. Ces vidéos seront un format court, alors elles devraient sortir régulièrement, et se concluront par un vote dans lequel on choisira ensemble quel nom irait le mieux à chaque personnage. Mais je vous en parlerai plus le moment venu. Après, j'ai fait cette vidéo pour vous poser une question importante. Comme vous le voyez, je n'apprécie pas les noms français, loin de là. Et si ça tenait qu'à moi, j'aurais fait ces vidéos en français, mais tout en prononçant les noms en anglais. Et ça justement, j'aimerais vous demander, préférez-vous que je continue d'utiliser les noms français, et bon, un peu anglais aussi quand il n'y a pas les traductions françaises, ou bien que j'utilise leurs noms originaux, mais tout en affichant leurs noms français à l'écran afin de ne perdre personne? La deuxième solution permettrait également de vous familiariser avec les noms anglais, si progresser dans cette langue ou lire la version anglo-saxonne vous intéresse, ou voir simplement rechercher des images ou des AMV sur les personnages en fait. Donc voilà, sincèrement, dites-moi votre avis, c'est important pour la suite de cette chaîne. Après, cette vidéo est suffisamment longue comme ça, donc je vais la conclure très rapidement. J'espère que vous allez apprécier ce petit document que je vous ai fait, qu'on a passé beaucoup de temps à faire. Et j'espère aussi que vous comprendrez mon point de vue et qu'on va pouvoir échanger cordialement dans les commentaires. Je sais que je ne vais pas faire l'unanimité avec cette vidéo parce que j'ai fait des critiques qui sont assez violentes, mais je les assume, c'est ce que je pense de la VF et je voulais vraiment le partager avec vous parce que c'est un truc qui m'a frustré énormément et je trouve ça super dommage en fait. Donc voilà, j'aimerais qu'on puisse tous essayer de trouver des solutions ensemble et qu'on continue de partager autour de cette série sur des passages un petit peu plus lourds parce qu'en effet, il y a des choses à critiquer. Mais sachez que si je fais ces critiques, c'est justement parce que je tiens vraiment à cette série, que c'est une part importante de moi et que j'aimerais qu'on puisse progresser ensemble, même rien qu'au niveau de la narration. Voilà, c'est tout pour moi, et puis je vous dis à plus, et j'espère que cette vidéo, malgré la dose élevée de sel, vous aura quand même amusé. Portez-vous bien, moi je vous dis à plus. Oh, et navré pour la longueur du coup de gueule. Et peut-être un peu abusé, encore.
Au fait, si Plume de Jet devient chef un jour. Non, parce que c'était vachement suggéré dans le tome minuit. On fait comment? Bah, la même chose que pour Étoile Solitaire. On l'appelle Étoile de Corneille, comme il aurait dû s'appeler dès le départ. Ou alors on fera un autre Étoile de Jet. De toute façon, ils ont déjà des noms doubles dans la série officielle.